Donc là, on va venir démonter démarreur, carter d'allumage, rotor, stator, chaîne de distribution, patin. Donc là, pareil, quand on démonte, on contrôle l'état des dents du démarreur. En l'occurrence, là, c'est très propre. Bon, après, pour une moto qui a 80 heures de 2019, normalement, il n'y a pas trop de soucis, mais là, c'est vraiment très propre. On prend un peu de force, les mecs, là. Parce que là, actuellement, il est 11 h du soir. Donc, pour vous filmer ça tranquillement, je le fais le soir tranquille quand l'atelier est fermé. Donc là, il faut garder un peu de force pour rester éveillé, quoi. Allez, c'est parti. On va démonter le sélecteur. Donc ça, c'est un pignon d'entraînement démarreur qui va encore sur un autre pignon pour entraîner la cloche d'allumage pour démarrer le moteur. Donc ça, en fait, c'est un pignon qui est entre guillemets débrayable parce qu'il y a une garniture en fait en dessous de cette pièce ici. Et ici, les pignons sont pas soudés, ils sont pas solidaires l'un l'autre. Ça peut se débrayer. Bon, ça on va pas rentrer dans la partie complexe. On inspecte juste l'état des dents, une par une, que ce soit s'il n'y a pas une dent de cassé ou le traitement, la sémentation en fait, hein, parce que c'est sémenté ce genre de pignon. Il y a un traitement de dureté. Donc là, on fait bien le tour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis des deux côtés. Donc on retourne le pignon pour voir les deux sens de la dent, donc les deux côtés du traitement. Voilà, en l'occurrence, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis, c'est très très propre. Donc après, petite technique, pour les personnes qui ne sont pas du métier, à qui ça peut arriver de démonter un moteur, etc. Moi personnellement par habitude j'ai pas ce souci là, mais vous pouvez prendre des photos, c'est très important si vous voulez savoir. Par exemple, vous savez, vous avez tous des passe-câbles, vous voyez, des petits passe-câbles ici qui viennent se prendre sur les vis. Donc des fois quand on remonte un moteur, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois après, on va forcément en tête, on n'a plus la position des passe-câbles, des centreurs, de la longueur des vis, etc. Donc vous pouvez faire des photos. Pareil pour la visserie, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que prendre des petites planches cartonnées, faire un nombre de trous au nombre du carter, donc avec la forme du carter, pour savoir quelle vis va à tel endroit. Donc ça peut vous aider pour vous repérer si vous n'avez pas l'habitude de démonter des moteurs. Bon, moi j'en fais tous les jours, donc j'ai pas ce souci-là, j'ai l'habitude. Mais pour tous les amateurs ou les gens qui n'ont pas trop l'habitude ou qui veulent être sûrs de pas stresser de savoir si j'ai mis une vis trop longue, trop courte, il y a plein de techniques différentes. Soit vous disposez les vis dans l'ordre de démontage, soit avec le carton perforé, soit vous prenez des photos. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses pour se souvenir. Donc là, en l'occurrence, il manque rien, on va pouvoir démonter le carton. Hop. Donc ici on se retrouve avec le stator d'allumage. Voilà, donc ça, il n'y a pas forcément grand chose à contrôler là-dedans, ne serait-ce que visuellement déjà pour pouvoir voir s'il y a eu friction, quelque chose qui a pu passer dans le rotor d'allumage et qui a pu endommager les bobines qu'on voit ici, le bobinage, ou le capteur ici. En l'occurrence là c'est pas le cas, c'est très propre, il n'y a pas de résidus au fond. Tout va bien. Donc là, on va venir desserrer l'écrou ici. Moi, personnellement, je viens le tenir ici avec ma main et je viens le choquer directement pour pas que le vilebrequin tourne dans tous les sens et que la bielle vienne taper dans les carters. Voilà. Donc là, pour enlever le rotor d'allumage, on va utiliser un arrache volant spécifique à ce moteur-là. Donc ça peut être pour plein de moteurs différents. C'est des tailles assez courantes dans tout ce qui est moto japonaise. Donc Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda. Beaucoup d'arrache volant se ressemblent. Donc là, moi je vais aller chercher celui qu'il faut. Puis on va retirer ça. Alors, des fois ça peut être des pas inversés. Donc ça sert à rien de forcer, hein. Un arrache volant ça doit se visser, voilà, tout seul. Donc là, on sait qu'on a le bon. Ce modèle-là, on va venir mettre un embout sur le filetage pour ne pas venir écraser la vis en bout de vilebrequin. Donc on laisse le petit espace. Et on vient mettre notre arrache volant par-dessus. Voilà, donc on vient le serrer quand même. Vous pouvez utiliser une clé. Moi, personnellement, je le fais toujours à la main. Je sens, faut pas qu'il y ait de jeu en fait. Le jeu va faire que si le rotor est assez collé sur le vilebrequin, quand vous allez serrer ici, vous allez possiblement arracher le filetage. Donc pas forcément du rotor parce que ça c'est un acier très dur, mais de l'arrache volant et en plus de endommager l'arrache volant et en plus pas pouvoir retirer votre rotor. Donc là on sent que c'est bien serré, vous pouvez le verrouiller avec une pince. Moi personnellement je le fais pas. On va venir mettre l'écrou ici contre, et moi personnellement j'aime pas serrer jusqu'à temps que ça sorte, donc je viens choquer légèrement avec la clé à choc pour que les impacts viennent décoller le rotor. Voilà, là on a entendu le clac, c'est venu se décoller. On retire notre arrache, notre protection pour la queue de vilebrequin, très important, hein. Pas abîmer les filetages ici, hein. J'en vois beaucoup à l'atelier, hein, des personnes qui bricolent de leur côté, ils n'ont pas l'outillage et comme ils sont pressés, ils viennent endommager le filetage.
Donc là, pareil, deuxième surprise, c'est mon collègue Max qui va être content. La petite clavette d'allumage, à pas perdre les gars. Donc ça, petite pièce, mais on peut la perdre pendant le démontage. Et au moment de remonter, c'est toujours ce genre de petite connerie qui nous manque. Le plus simple pour pas la perdre, hein, c'est aimanter le rotor. Vous la mettez dedans, comme ça, moi, vous êtes sûr de pas la perdre. Ce qu'on voit ici, c'est la roue libre de démarreur. Donc, ce que j'ai démonté tout à l'heure, en fait, j'ai dû me tromper dans le terme. C'est même sûr que je me suis trompé dans le terme. C'est pas une roue libre de démarreur, c'est une poulie de démarreur. La roue libre, en fait, c'est ce système ici qu'on voit ici. Donc, dedans, en fait, c'est des galets, tout simplement, avec un ressort qui fait le tour, qui va permettre de, quand le démarreur tourne, pouvoir entraîner le moteur. Et une fois que le moteur est démarré, que cette roue libre n'accroche plus. Donc justement, pour pas que le démarreur reste en prise tout le temps. Donc une fois que le moteur est démarré, les ressorts font que les galets sont plaqués dans l'autre côté et du coup, on n'est pas en pression sur la poulie et le moteur peut tourner sans entraîner le démarreur. Et là, ce qu'on peut voir, que j'ai remarqué direct, donc ça c'est une maladie qui est assez connue sur les moteurs KTM. Bon là, on est sur un moteur de Kawa, mais le système reste le même. Ici, on a un traitement. Et là, on peut voir clairement, un petit peu comme sur l'axe de piston, on peut voir clairement qu'il est complètement bouffé. Et là, en 80 heures, ça a pris patate quand même. Donc là, il y a de grandes chances qu'on doive remplacer la poulie et la roue libre de démarreur. Pareil, visuellement, on peut contrôler. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a des gros plats au niveau des galets. Gros plats. Voilà. Donc c'est vraiment très usé. Hein. Normalement, ça, c'est des pièces qui sont rondes. Et en fait, quand ça vient creuser ici, ça fait des plats en fait sur les rouleaux. Donc, c'est une moto qui démarrait encore. Hein. Donc, des fois, on peut avoir le souci on peut entendre une roue libre qui couine un peu. Je ne pense pas que ce soit le cas sur ce moteur-là. Mais le souci qu'on a, c'est que comme le traitement n'est plus présent, on peut avoir, et on va avoir une présence de limaille dans le moteur. Parce que tout simplement, c'est acier contre acier. Et forcément, ça laisse des résidus. Et on a de l'acier hein, qui se balade un peu partout dans le moteur. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est même sûr, on va devoir remplacer roue libre et poulie. Donc ça, c'était pas prévu. Hop, donc on enlève ici le pignon intermédiaire avec l'axe qui vient au milieu. On vérifie qu'il n'y a pas de rondelle. Donc là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de rondelle, ni devant, ni derrière. Et on va pouvoir enlever la poulie juste ici. Donc la poulie, elle a un roulement à aiguille au centre. Donc pareil, ça on vient contrôler l'état intérieur-extérieur, sachant que cette poulie-là va finir à la poubelle. On va regarder un petit peu l'état de la cage à aiguille, mais peut-être qu'on la remplacera selon la tête qu'elle a. Donc on contrôlera un peu plus tard. Pareil, on peut regarder un petit peu la queue de vilebrequin. Donc là, il y a la portée de roulement, parce que la cage à aiguille vient rouler sur le vilebrequin. Je ne sais pas si on va dire comme ça, mais grosso modo, elle vient fonctionner sur le vilebrequin. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de... c'est pas endommagé. Donc le vilebrequin a l'air en bon état. C'est mieux que la roue libre. Donc là, ici, on vient démonter la petite plaquette de maintien pour la chaîne de distribution. Donc elle est prise que sur une vis en 6 mm. Donc ça retient la chaîne de distribution entre guillemets sur le vilebrequin. Comme ça, on va pouvoir démonter la chaîne. Voilà. Alors pareil, comment contrôler une chaîne de distribution? Bon, il y a deux points assez importants à vérifier, c'est les points durs. Ça fonctionne un peu comme sur une chaîne de moto de transmission. Hein. Donc, ce que je fais moi en général, c'est que je l'appuie un petit peu comme ça et je la redétends pour voir si j'ai des maillons qui restent coincés dans leur position. Donc là, je viens de faire ça plusieurs fois, je la roule un peu. Donc, on vient enrouler un petit peu la chaîne. Bon, dans tous les cas, c'est une chaîne qu'on va venir remplacer. Hein. Donc on va pas faire des économies sur quelque chose à 60 balles. Surtout que ça peut vraiment niquer un moteur, quoi. Ah si, il y en a un juste ici là. Un petit, ouais. Voilà, il y en a un petit ici. Oh aussi, il y en a pas mal là. Voilà, donc il y a un point dur ici. Donc là, c'est un maillon qui n'est pas libre complètement. Pareil ici. Ouais, donc là, la chaîne, elle est bien fatiguée. Et pareil, ce qu'on peut suivre aussi, c'est la flexion de la chaîne. Voilà, donc là, plus il y a du jeu entre les maillons, plus la chaîne peut venir aussi se détendre. Et par exemple, ce qui était un petit peu le cas là au démontage, j'avais remarqué un petit peu, c'était que quand la chaîne vient se détendre, forcément, nos repères de distribution bougent. Donc après, on a des temps moteurs qui sont plus respectés comme à l'origine. Donc on peut avoir une moto qui fonctionne moins bien. C'est comme une chaîne de distribution sur une voiture, ou sur une voiture, vous pouvez avoir des poulies de déphasage, etc. Donc c'est vraiment une autre conception. Mais on peut voir l'état d'une chaîne de distribution sur une voiture en contrôlant le déphasage des poulies pour savoir si elles sont obligées de déphaser beaucoup pour faire fonctionner le moteur correctement. Là, bon, c'est pas le cas, mais les repères de distribution, quand on a démonté tout à l'heure, il y avait un point qui n'était pas vraiment
très aligné avec le plan de joint. Donc c'était pas non plus une dent, mais on voyait que c'était pas parfaitement aligné. Et ça peut être le signe d'une chaîne de distribution qui est fatiguée, tout simplement parce qu'elle est détendue, donc elle est plus longue qu'à l'origine. Donc forcément, quand on vient placer le vilebrequin au repère, l'arbre à cam, l'autre arbre à cam, s'il y a une distance qui est plus respectée, on peut avoir un décalage de distribution. Donc là, cette chaîne-là, elle ne sera pas remontée, elle sera remplacée complètement. Et je conseille vraiment de la remplacer à chaque piston, c'est très important. Ça coûte pas très cher, ça ne demande pas forcément un gros démontage, il n'y a que le carter d'allumage à démonter pour pouvoir la remplacer quand vous faites le démontage pour un piston. Donc franchement les gars, faites pas d'économie là-dessus. Un moteur ça coûte très cher. Pour 60 €, il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Donc là on va venir démonter le patin juste ici. Et on va venir démonter donc, le poids de balancier d'équilibrage. Donc le balancier d'équilibrage c'est quoi? En fait c'est tout simplement une masse, entre guillemets, qui vient limiter les vibrations moteurs. Donc en fait la plupart du temps, un arbre d'équilibrage, la masse est vers le bas quand le piston est vers le haut. Donc en fait il fait vraiment le mouvement inverse du piston. Donc là normalement si on le fait tourner, voilà, j'arrive au point mort bas et notre masse est au point mort haut entre guillemets. Voilà, donc là le vilebrequin, la bielle est au plus bas et notre masse est au plus haut. Si on remonte, hop, elle se retrouve en bas quand notre bielle est au point mort haut. Donc elle a exactement le même mouvement que notre vilebrequin. Donc elle est exactement synchronisée parfaitement avec notre vilebrequin. Ça c'est pour compenser en fait le déplacement de la bielle, du piston, de l'équilibrage du vilebrequin. Donc là on va vraiment rentrer dans le complexe. Je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais c'est une pièce qui limite les vibrations moteurs. Donc là on va venir démonter le patin et notre masse. Hop. Ça, dans beaucoup de moteurs c'est monté au Loctite. Donc là, au frein filé, Loctite c'est une marque, mais on a l'habitude de parler comme ça. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Mais de toute façon, pareil, quand vous faites un moteur, les gars, le mieux c'est quand même d'avoir la RTA d'origine parce que ça vous donne déjà les indications sur les coupes de serrage, les valeurs des pièces à contrôler. Ça peut être les jeux cylindres piston, les cotes, etc. Il y a plein de choses qui sont écrites dans les RTA. Alors des fois, ça peut être compliqué à se procurer. En fouillant un peu sur le net, en général, on arrive à trouver. Et ça nous donne aussi les indications des vis à monter avec du frein filé. Donc là, visuellement, il n'y en a pas. On vérifiera si dans les RTA, ça nécessite du frein filé ou pas. Donc là, pareil, on va tenir directement la bielle. Moi, je fais comme ça. Je tiens directement la bielle fermement dans la main. Et on va venir choquer l'écrou juste ici, qui doit être du 16 ou du 17. Pareil dans les RTA, bien lire aussi. Même pour démonter, ça peut servir. Parce qu'il peut y avoir dans des moteurs, là pour l'instant, c'est pas le cas. Il peut y avoir des pas inversés. C'est-à-dire qu'il y a des écrous qui peuvent se serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le problème, c'est que si vous n'êtes pas au courant, vous allez arriver avec votre clé à choc, vous allez choquer. Donc déjà, de 1, vous n'allez pas réussir à le desserrer. De 2, vous allez endommager l'écrou ou le filetage, ou même des fois casser directement. Ça peut être le vilebrequin, ça peut être notre arbre d'équilibrage, casser net tout simplement parce que la choqueuse qui vient serrer énormément, au bout d'un moment, il y a rupture de quelque chose. Donc renseignez-vous bien, même si vous n'avez pas la RTA, téléphonez à un concessionnaire, quelqu'un qui pourra peut-être vous donner des conseils, et surtout l'info si c'est un écrou inversé ou pas, pour éviter d'endommager des pièces. Donc là, de ce côté-là, on n'a pas forcément d'autres choses à démonter. Donc on va démonter le capteur de position de barillet. Donc là ici vous avez votre barillet de vitesse, et ça c'est un capteur qui envoie l'information sur la position du barillet. Venir démonter ici pour ne pas avoir de câble qui traîne. Ici vous avez les vis de récepteur d'embrayage, parce que sur cette moto, c'est équipé d'un embrayage hydraulique d'origine sur la 450 2019. Hop, donc on vient enlever les vis pour se faire de la place. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez voir sur le bleu, c'est du frein filé. Donc là, bon, ça, c'est pas d'origine monté comme ça, parce que là, il y en a une couche, il y en a une tartine bien comme il faut, quoi. Et donc ça, pareil, quand vous devez en remettre, il faut absolument nettoyer le filetage de la vis. Parce que remettre du Loctite sur du Loctite séché, du frein filé sur du frein filé séché, au final, vous n'allez pas coller correctement votre vis. Donc, brosse métallique, ça peut aider sur une petite perceuse. Vous venez tourner la vis comme ça pour nettoyer le filetage, dégraisser la vis, frein filé, et au moins vous avez quelque chose qui tient bien. Et pareil, dégraissez bien le filetage intérieur. C'est comme de la colle. Si vous essayez de coller quelque chose de gras, vous n'allez jamais y arriver. C'est pareil. Donc c'est vraiment la préparation de la surface qui est importante. Avec un maillet. Hop, et voilà, ça se dessert tout seul. On n'abîme pas la tête. Et on n'a pas besoin de percer la vis parce qu'on a foiré la tête. Hop, et voilà. Donc là, ça se dessert tout seul. Et on vient enlever délicatement notre capteur ici. Donc là, c'est les différents points de position du barillet de sélection. Donc ici, on a aussi les petits tétons qui servent à envoyer l'information, à communiquer
la position du barillet directement au capteur qui lui envoie l'information au CDI pour pouvoir modifier l'avance à l'allumage, l'injection en fonction du rapport engagé. Donc ça c'est encore une autre histoire, on n'est pas là non plus pour parler de ça, mais je vous explique quand même un petit peu à quoi ça sert, comme ça vous savez quelle pièce vous démontez et pourquoi vous la démontez. Donc là pour ne pas les perdre, on vient récupérer les petits tétons avec une pince tranquillement. Donc ces petits tétons en laiton comme ça, avec un petit ressort au bout. Hop. Donc là on vient récupérer les deux, comme ça une fois qu'on va retourner le moteur, ça ne va pas tomber et on risque pas de les perdre. Donc pour le côté allumage, on est tout bon. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre support moteur pour entamer le démontage côté embrayage transmission primaire. Hop, on s'y retrouve. Carter d'embrayage. On peut commencer par le couvercle de pompe à eau, avec la petite soudure qu'on peut voir ici, qu'on retire. Pareil, faire attention, il y a un petit téton de centrage ici. Bon, là il reste bloqué dans le carter, donc s'il reste bloqué, on ne va pas l'embêter. Pareil ici, il y en a un. Donc là pareil, on peut contrôler l'état de l'hélice de pompe à eau. Donc là c'est en bon état. On va venir enlever notre capuchon de filtre à huile. En plus les gars, j'ai un bac de vidange exprès pour le support moteur, mais bien entendu je ne l'ai pas mis, sinon c'est pas marrant. Donc on se met un peu de sopalin pour absorber le travail de cochon. Ça c'est l'avantage quand même des établis en inox, c'est que ça se nettoie super facilement. Donc là on a un petit ressort de filtre à huile. Donc ça c'est pas sur tous les modèles, c'est spécifique à Kawa. Il l'a aussi sur Suzuki, sur Honda, mais sur Honda c'est un peu inversé. Mais il n'y a pas forcément tout le temps un ressort au filtre à huile. Donc vous inquiétez pas, si vous avez une YAM et que vous démontez que vous ne voyez pas de ressort, c'est normal. C'est spécifique à chaque moto. Donc là on vient prendre une petite pince pour s'aider à retirer le filtre à huile. Pareil, ça le filtre à huile les mecs, c'est aussi un moyen de contrôler quand même l'état de votre moteur. Visuellement, on peut regarder en fait entre chaque bout de papier, entre guillemets, parce que c'est un filtre papier, pour retrouver, essayer de voir si on retrouve des résidus. Ça peut être de l'aluminium, ça peut être du bronze sur certains moteurs, de par les rondelles de friction, bronze, laiton, il peut y avoir plein de choses, de la paillette dorée, de la paillette cuivrée, de la paillette aluminium, ça peut être plein de choses. En gros, toute la merde qui peut être emmagasinée dans le moteur va passer par le filtre à huile. C'est ce qui protège le moteur. Donc, quand on veut se faire des fois l'idée de l'état d'un moteur, après si la vidange vient d'être faite et que ça a été bien nettoyé, en général, voilà. Mais quand vous achetez une moto, faites une vidange, découpez le filtre à huile complètement, étalez le papier, passez un aimant. Si jamais vous voyez que c'est du métal qui est aimanté, vous savez sur quelle pièce ça peut venir. Après, si c'est de l'aluminium, etc., bon, au moins, vous pouvez avoir une petite idée de ce qui se passe dans le moteur. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de gros résidus. On voit un petit peu de paillettes à droite à gauche. Donc bon, dans tous les cas, on va démonter le moteur complètement, donc on va avoir contrôlé tous les éléments. Mais bon, si vous n'êtes pas parti pour démonter le moteur, que vous faites simplement une vidange, et que vous retrouvez relativement beaucoup de limaille, selon la limaille, bon les gars, va falloir penser peut-être à démonter le bloc, ça fait pas plaisir, ça peut coûter des sous, mais vaut mieux le faire en préventif, plutôt que de prendre le moteur dans les dents, et des fois de faire une réparation qui vaut le prix de la moto, quoi. Ça, on l'a déjà vu, j'en vois souvent à l'atelier. Donc bon, on va venir démonter le reste. Là pareil, on peut contrôler des fois à l'intérieur, ça se peut qu'il y ait un petit peu de résidus, il peut y avoir un petit peu de crasse dans le fond. Ça peut être de la garniture d'embrayage tout simplement, donc ça peut être signe d'un embrayage qui est un peu usé. Donc là pour l'instant c'est pas le cas. On va venir déposer donc le grand carter d'embrayage. On a notre carter d'embrayage avec plein d'huile, forcément. On contrôle un petit peu s'il n'y a pas de choses abîmées, etc. Donc là, visuellement, on voit qu'il n'y a rien. Donc ici, vous avez, ça c'est l'arbre de pompe à eau. Donc là, il n'y a pas de pignon, tout simplement, parce que c'est entraîné par ici. Donc on a notre arbre d'équilibrage, donc avec le pignon et notre deuxième masse ici, pour pouvoir compléter la masse de l'autre côté. Et donc la pompe à eau est entraînée par le méplat ici. Elle est prise dans l'arbre d'équilibrage directement. Et pareil, donc ici, on voit un joint spi avec un clips. Ça ici, c'est le conduit de lubrification pour la bielle. Donc c'est-à-dire qu'on a notre filtre à huile qui est ici, on a différents conduits qu'on peut voir un peu partout qui vont distribuer l'huile un peu partout dans le moteur, de par la pompe à huile. Et ici, donc tout simplement, l'huile est injectée par le conduit derrière le joint spi, directement ici. Donc ici, c'est la queue de vilebrequin. Ici, vous avez un trou au milieu. Ce trou au milieu, il communique directement avec soit le roulement de tête de bielle ou
les coussinets de bielle. Parce que sur ce moteur-là, on en reparlera tout à l'heure, c'est une bielle qui est un peu différente des autres motos qu'on a l'habitude de faire. Hein. Sur KTM, c'est aussi comme ça. Donc, c'est pas une bielle qui est sur roulement à aiguille, c'est une bielle qui est sur coussinet, un petit peu comme dans l'automobile. Donc, on en reviendra après, on discutera de ça un peu plus. Mais donc, la lubrification de cette bielle est faite par la distribution de l'huile, par le joint SPI ici, directement dans la queue de vilebrequin. Donc, le joint SPI sert d'étanchéité sur la queue de vilebrequin pour maintenir la pression d'huile dans le conduit de lubrification, pour pas qu'il y ait des pertes de pression d'huile autour du vilebrequin. Donc si ce joint-là est endommagé ou usé, de toute façon dans tous les cas on va venir le remplacer. Donc on va mettre un joint SPI neuf pour être sûr que la lèvre n'est pas abîmée et qu'on ne perde pas de pression d'huile dans la lubrification de la bielle. Donc là on va démonter plateau presseur. Donc on a ici nos 5 ressorts. Ça fera partie des pièces à contrôler au niveau de l'usure. Donc d'origine, on a une cote en fait, tout simplement. Donc c'est la distance entre guillemets. Donc là, j'ai pas les mots, mais bon, on va mesurer ici la longueur du ressort. Et en fait, on a une cote, une tolérance constructeur qui doit être compris entre telle valeur et telle valeur. Et si on a notre ressort qui est trop pincé, ça veut dire que notre ressort est HS, il faut venir le remplacer. Donc ça fait partie des pièces à contrôler. Si vous lisez la RTA de votre moto, ça fait partie du processus de contrôle. Donc là, on va venir les positionner, on les contrôlera plus tard. Mais de toute façon, sur ce moteur-là, comme c'est un moteur qui va faire le touquet, on va partir sur un embrayage complètement neuf d'origine. Donc là, on a notre plateau presseur. Notre plateau presseur, comme son nom l'indique, il sert à presser les disques d'embrayage. Donc lui, c'est lui qui reçoit la force des ressorts d'embrayage pour venir plaquer les disques qu'il y a ici pour faire la liaison entre le vilebrequin et la boîte de vitesse. Donc la cloche d'embrayage ici, elle est reliée par le vilebrequin de par ce pignon-là. La noix ici au milieu est reliée, elle, à la boîte de vitesse, donc à l'arbre primaire, pour transmettre la rotation du vilebrequin directement à la boîte de vitesse jusqu'à la roue arrière. Donc ici, cette pièce est tenue par les disques et par l'écrou qu'il y a au centre. Donc là, on vient contrôler déjà l'état de surface ici, donc du plateau presseur. Donc ici, le disque d'embrayage va venir donc, entre guillemets frotter. Donc des fois, on peut avoir une cote. Donc ça sera un plateau à remplacer. Là, pour l'instant, franchement, il est nickel. Il n'y a pas de cote du tout, bien lisse, pas de rayures, etc. Donc ça a l'air en bon état. Ça, les mecs, bien disposer toutes les pièces que vous démontez. Déjà de 1, ça aide à pas vous perdre. Déjà de 1, et ça permet d'être organisé et de pouvoir avoir un visuel sur chaque pièce. Le problème, c'est que si vous démontez, vous jetez ça dans un carton, tac, 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 déjà au moment de remonter, moi perso j'ai l'habitude, donc je vais savoir où se trouvent les pièces, mais déjà vous pouvez être de 1 perdu, de 1 oublier des pièces, et déjà endommager les pièces en les accumulant dans une caisse, l'une contre l'autre. Donc franchement, si vous avez la possibilité d'étaler proprement, pièce par pièce, écrou par écrou, ça vous laisse vraiment de quoi pouvoir contrôler. Et franchement, ça fait beaucoup plus propre et ça fait moins mal à la tête quand on doit remonter le moteur. Là, on vient enlever ici notre système pour notre embrayage hydraulique. Donc cette tige-là, en fait, traverse l'arbre de boîte primaire qui est poussé par le récepteur pour venir décoller le plateau. Donc là, quand vous appuyez, quand vous débrayez avec votre levier d'embrayage, ça vient pousser, décoller le plateau presseur pour laisser les disques libres pour pouvoir passer une vitesse, revenir au point mort ou tout simplement partir ou vous arrêter avec votre moto. Donc ça fonctionne comme ça vient pousser le plateau. Donc là, pour desserrer, ce qui peut vous aider si vous n'avez pas de clé embrayage. Bon, il faut quand même un minimum d'outillage pour faire un moteur. Là-dessus, c'est quand même conseillé d'avoir soit une clé embrayage avec une clé classique, ou si vous n'avez pas de clé embrayage, il faut au moins une clé à choc pour pouvoir en fait desserrer l'écrou. Les disques d'embrayage encore montés permettent de bloquer complètement la noix ou de limiter le glissement de la noix pour pouvoir desserrer l'écrou. Parce que c'est un arbre qui tourne fou, entre guillemets, ça tourne librement. Donc si vous enlevez tout, vous n'avez pas de clé embrayage, vous allez pouvoir tourner autant que vous voulez, l'écrou ne va jamais sortir. Donc là, choqueuse, on maintient la cloche d'embrayage à la main. La plupart du temps, sur tous les moteurs, j'allais dire de cross, mais dans beaucoup de motos, c'est comme ça aussi, vous avez une rondelle qui est repliée sur l'écrou. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un écrou qui est maté ici directement, donc qui est entre guillemets auto-bloquant. Mais 99% du temps, quand vous allez démonter un moteur, ça va être une rondelle qui a replié. Donc vous devez déplier la rondelle, desserrer l'écrou, et une fois que vous remontez votre moteur, vous remontez l'écrou et vous repliez la rondelle sur l'écrou une fois que vous avez serré l'écrou correctement au couple préconisé. Donc c'est pour éviter le desserrage de l'écrou. Là, c'est pas du tout le même système, mais vous pouvez retrouver ça dans un autre moteur. Donc là, on va pouvoir venir enlever nos disques d'embrayage et les contrôler pour se donner une idée sur l'état de l'embrayage. On va appeler Camille. Parce que là, il n'est pas très beau. Donc ça, pareil, il y a des cotes. Hein.
que vous pouvez retrouver dans les RTA, tout simplement. Parce qu'un embrayage, c'est une garniture. Donc ici, vous avez de la garniture, un peu comme une plaquette de frein. Et donc forcément, avec l'usure, le disque il vient diminuer en épaisseur. Et vous avez une tolérance à respecter pour connaître si votre embrayage est HS ou encore en bon état. Donc ça, pareil, il faut connaître la cote. Nous, on va le remplacer, donc on ne va pas se prendre la tête à le mesurer. Puis rien que visuellement, je sais que je ne vais pas le remonter. Donc déjà, ce qui peut parler pour l'usure d'un embrayage, c'est ne serait-ce déjà que la couleur de l'embrayage. Donc les disques lisses, il faut savoir que quand ils sont montés neufs, ils sont gris, clairs, un peu comme la tôle inox qu'il y a sur l'établi. Donc là, on peut voir que ça a vachement noirci, et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, on a des parties bleutées ici. Voilà. Donc c'est pas uniforme. Ça, c'est les points de chauffe. Voilà, ça c'est du glissement. Ça. Donc ça va faire chauffer l'embrayage, ça vient faire chauffer l'huile, ça vient bouffer la garniture. Et donc on a un embrayage qui s'use prématurément. Donc là, ouais, il est bien mangé. Hein. J'ai pas contrôlé la cote, mais bon, rien qu'à la couleur des disques, ça tu finis pas le touquet quoi. Hein. Ça, tu finis pas le touquet. Hein. Ouais, il est bien noir. Hein. Donc là, on vient regrouper les disques. Hein. Mais donc, si vous n'êtes pas forcément dans l'intention de changer votre embrayage, vous vous rendez dans la RTA et vous consultez les codes d'origine. Ça se contrôle avec un pied à coulisses. Vous pouvez le contrôler avec un pied à coulisses digital ou même normal, quoi, si vous savez le lire correctement. Mais vous avez une cote, hein, donc vous mesurez la cote. Hein, si c'est inférieur, ça nécessite le remplacement. Pareil, vous avez aussi une cote de déformation, parce que ça, c'est un disque acier. Il peut avoir des alus sur les vieilles CR, mais aujourd'hui, 90% du temps, c'est que du disque acier. Il y a une cote de déformation, parce qu'avec la chauffe, des fois, bon, là, mon établi n'est pas droit, donc je ne vais pas dire que le truc est vrillé, mais vous avez une cote de déformation de par la chauffe, hein, parce que tout simplement, hein, si ça chauffe, ça peut venir se vriller, ou ça peut venir en bol un petit peu. Donc là, bon, visuellement, comme ça n'a pas l'air d'être le cas, mais si on le contrôle, vu la gueule, à mon avis, on ne doit pas en être très loin, quoi. Hein. Donc là, ici, on a la noix d'embrayage. Donc là, sur ce modèle-là, pareil, vous avez ce qu'on appelle ici, c'est des rondelles qui sont un petit peu coupelles. Donc ça, c'est des rondelles en fait qui servent, d'après Kawasaki ou Honda, ça se fait beaucoup chez Honda. Il y a un peu toutes les marques qui ont fait ça. C'est pour assouplir l'embrayage. Quand vous débrayez, ça aide à décoller les disques. Hein. Après, il y a beaucoup de gens qui le suppriment pour pouvoir mettre un disque. Parce que comme cette rondelle-là prend une place, le dernier disque sur ce modèle-là est plus fin, pour pas être en appui directement sur la rondelle. Il y en a plein qui suppriment ces deux rondelles-là et mettent un disque garni plein, et l'embrayage fonctionne très bien. Donc nous, c'est une modif qu'on fait assez régulièrement. C'est pas impossible qu'on le fasse sur celui-là. Donc là, pareil, hein, on contrôle un petit peu l'état de surface de la noix. Donc pareil, parce que ici, forcément, comme je viens de le dire, vous avez un disque garni qui est en appui contre la noix, donc on vérifie la cote, etc. On voit s'il n'y a pas de traces. Donc là, ça a l'air vraiment en très bon état. Pareil ici, donc les disques lisses, pareil, c'est ceux qui sont tenus par la noix d'embrayage. Donc là, ici, vous pouvez voir, vous avez donc les traits. Donc là, c'est la position en fait des disques lisses. Donc ça, pareil, avec le temps, ce qui peut arriver, c'est que les disques lisses viennent mater, parce que le disque est en acier et la noix en aluminium. Donc ça va venir mater la surface ici, et on peut se retrouver avec des crans. Et du coup, on a un disque qui coulisse plus correctement sur la noix. Et un disque qui coulisse plus correctement, ça peut, tout simplement, quand vous débrayez, vous n'allez pas débrayer correctement, entre guillemets, parce que les disques seront pris dans la noix. Donc déjà, de 1, ça peut faire du bruit, ça peut faire caler le moteur quand vous passez une vitesse. Dans le fonctionnement, les disques doivent pouvoir bouger parfaitement sur la noix. Donc s'il y a des crans trop importants, donc là, c'est vraiment que de surface, hein. Il n'y a strictement rien du tout. C'est vraiment que du visuel, mais il n'y a pas de code du tout. Donc là, c'est en très bon état. On contrôle tout le tour quand même. Mais là, c'est vraiment que de l'état de surface. Bon, après, en 80 heures, bon, après, un clutcher, il peut le bouffer assez vite, mais là, bon, ça va. C'est pas... Autant l'embrayage, il est un petit peu fatigué que là, ça va. Hop. Donc, on a une rondelle juste derrière. Hop. Tac. Donc, celle-là, elle est assez grosse, hein, quand même. Hop. Cloche d'embrayage. Donc pareil, cloche d'embrayage. Donc elle vient tenir les disques garnis. Donc les disques garnis, ils sont un petit peu comme sur la noix, ils sont situés ici entre l'écran de notre cloche d'embrayage. Donc pareil, avec le temps, le disque il peut venir mater, il va venir mater la cloche. Donc on peut se retrouver avec une cloche qui a des creux. Donc bon, pour dépanner, on peut remettre un coup de Dremel pour lisser, mais le problème c'est qu'après le disque, lui, il se balade entre notre jour ici qu'il y a dans la cloche d'embrayage. Donc déjà au ralenti, c'est un moteur qui peut faire du bruit, parce que les disques en fait au ralenti viennent faire clac 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 clac
dans la cloche, donc on peut avoir un bruit assez métallique au ralenti qui peut disparaître avec un filet de gaz, parce qu'avec le filet de gaz, les disques sont plaqués contre la cloche, donc forcément on n'a plus le bruit. Mais bon, ça peut dépanner une fois, mais en général, nous, on fait pas ça. Donc quand c'est marqué, il y a remplacement de la cloche d'embrayage. Donc là, c'est pas le cas, elle est en très bon état. Pareil, hein, on vient vérifier aussi donc, la denture ici. Et après, ce qu'on peut vérifier aussi, c'est donc derrière cette plaque ici c'est des rivets. Ici, vous avez ce qu'on appelle des amortisseurs de couple. Les amortisseurs de couple, en fait, c'est tout simplement des caoutchoucs. Donc là où je fais la trace avec mon doigt, entre guillemets, ça ressemble à ça. C'est un caoutchouc qui est emprisonné et qui fait la liaison entre la poulie ici et notre cloche d'embrayage. Et tout simplement, donc, pour la contrôler des fois comme ça, on contrôle donc, le jeu. Donc on prend fermement la cloche, on prend la poulie dans nos mains et on fait bouger la noix, enfin la poulie dans la cloche pour voir s'il y a trop de jeu. Donc là, on voit que ça bouge légèrement. Donc c'est normal qu'il y ait un petit mouvement. Hein. Si vraiment ça fait clac, 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 là c'est que les amortisseurs de couple sont vraiment déglingués. Et donc là, il va falloir venir remplacer les amortisseurs de couple. Donc là, moi ça me paraît très correct, très légèrement. Donc c'est du caoutchouc, donc ça travaille quand même, hein, mais ça m'a l'air correct. Pareil ici, donc des fois vous avez un roulement à aiguille. Là c'est pas le cas. C'est tout simplement une bague qui m'a l'air d'être en bronze ou en laiton, avec des trous de lubrification. Donc ça c'est des poches à huile, hein, tout simplement pour que l'huile vienne s'emprisonner dans les petits trous et puisse venir lubrifier la partie ici, sur l'arbre primaire ici, tout simplement pour ne pas avoir de grippage et pas avoir un bruit ou une usure prématurée de l'arbre primaire. Donc là, tout est en bon état, le traitement est correct. Donc jusqu'ici, tout va bien. On va venir démonter. Donc ici, vous avez un pignon qui entraîne un autre petit pignon. Ça, c'est la pompe à huile. Donc derrière ce petit pignon, ici, vous avez donc le système de pompe à huile. Et donc ce pignon-là, qui est directement entraîné par la cloche d'embrayage, vient faire tourner ici la pompe à huile, qui elle va venir distribuer l'huile partout dans le moteur par les conduits qu'on peut voir un peu partout. Donc déjà, pareil, à contrôler, c'est le jeu entre les dents. Donc ça, pareil, il y a une cote d'origine. Hein. Donc ça, vous pouvez vous rendre dans la RTA et vous avez tous les points de contrôle, toutes les cotes pour pouvoir vous assurer que vous avez la pignonnerie, la pompe à huile, etc. en bon état. Parce que une pompe à huile, donc là, c'est pas ça qui va faire chuter la pression d'huile, cette poulie ici. Mais derrière, pareil, c'est un petit peu un système de poulies ou d'étoiles, etc. Qui tournent pour faire monter la pression d'huile. Si vous avez une usure qui est trop importante, vous avez trop de jeu entre vos hélices, entre guillemets, ce qui fait que vous n'avez pas de pression d'huile, ou moins de pression d'huile, vous perdez en pression d'huile. Donc perdre en pression d'huile, c'est tout simplement détériorer le moteur prématurément. La pression d'huile, c'est ce qui fait vivre votre moteur. Ça sert à lubrifier les pièces, refroidir aussi les pièces. Donc le gicleur qui vient gicler, entre guillemets, en dessous du piston, lui, il vient refroidir aussi la tête de piston parce que ça n'a pas que pour but de lubrifier une huile, ça sert aussi à refroidir les pièces. Donc lui, il vient directement cracher dans le dessous du piston pour refroidir la tête de piston qui, elle, prend une explosion à chaque 2 tours moteur parce qu'on est sur un 4 temps. Donc ça vient chauffer énormément. Donc l'huile vient aussi refroidir la tête de piston. Donc là, on va démonter le pignon de pompe à huile et la pompe à huile. Donc là, petite pince à clips. Hop, voilà. Il peut arriver qu'il y ait des rondelles, donc là, c'est pas le cas. On repositionne notre clips. Pareil, si vous voulez pas le perdre, petite technique, vous pouvez mettre un petit riselant. Comme ça, moi, ça évite de perdre le clips et vous savez dans quel sens ça se monte. Donc là, on va en profiter, on va enlever notre axe de sélecteur, ici. Hop, donc ça, c'est l'arbre qui passe à travers le carter. Et ici, vous avez votre sélecteur de vitesse, donc il vient bouger comme ça pour monter ou descendre votre vitesse. La petite entretoise qui est juste là. Et on va démonter les 2 BTR de 5 ici pour enlever la pompe à huile. Voilà, donc là, il faut faire gaffe, il y a un petit axe ici. On va le replacer dans le sens de montage dans un premier temps. Donc là, il y a plein de choses à contrôler. Hein. Donc vous vous fiez à la RTA, c'est marqué, hein, notez comment contrôler une pompe à huile. Donc déjà, de par les marques ici sur la plaque en aluminium. Et ici, donc c'est ce système de pignon, entre guillemets. Donc ce pignon va venir tourner comme ça, entre guillemets. Hein. Et l'huile donc va venir ici et donc va être emprisonnée par l'étoile, entre guillemets, on va appeler ça une étoile. Hein. Et c'est ça qui va donc prendre l'huile, la mettre sous pression pour l'envoyer dans le moteur.
Donc ça pareil, hein, il y a une usure à contrôler hein, sur l'ensemble du système de pompe à huile. Donc là, des fois, ici, pareil pour le traitement, on peut voir hein, si c'est endommagé, rayé, il y a des impacts, etc. On peut voir si une pompe à huile est endommagée. Donc là, franchement, elle est nickel, il n'y a pas une trace. Donc on vient remonter ça dans l'ordre pour rien perdre. Hop. Donc ça pareil, on regarde aussi à l'intérieur l'état du traitement. Parce que s'il y a de la limaille qui passe là-dedans, ça peut venir endommager la pompe. Hop. Ensuite, on va venir démonter ici le système de sélection. Donc là, on a une vis de 8 et là, on doit avoir un Torx 30, je dirais. Donc, tac. Hop. Ça, la plupart du temps, les vis de système de sélection, c'est toujours monté au frein à filet. Donc là, ouais, on peut voir qu'il y en a sur les vis. Parce que ça découpe, comme c'est du 6 mm, c'est pas serré très fort, hein, c'est serré entre 10 et 12 Nm. Et on n'a pas trop envie que ça se barre. Donc en général, c'est monté au frein filet. Donc là, on vient enlever notre système de sélection. Donc là, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça marche, parce que sinon la vidéo, elle va faire 4h30. Mais bon, ce système-là, il permet de faire tourner le barillet de par le mouvement du sélecteur. Donc soit vous allez baisser, soit vous allez monter. Et donc ici, c'est l'étoile de sélection qui est connectée au barillet et qui fait en fait bouger vos fourchettes à l'intérieur de votre boîte de vitesse pour sélectionner un rapport. Donc là, on contrôle aussi, hein, pareil, hein, les gars, RTA, si vous voulez vraiment un détail sur comment contrôler ça. Donc là, rien à signaler. Ici, en fait, c'est monté sur ressort avec des petits pions. Donc là, ça fonctionne. Le mieux, c'est de démonter complètement pour s'assurer que, par exemple, il n'y ait pas un ressort d'endommagé. Comme c'est des tout petits ressorts, il peut arriver des fois qu'il y a une ou deux spires qui cassent. Et donc forcément, le ressort, il peut continuer de fonctionner, mais forcément, comme il n'a plus le même tarage, eh ben, il ne ramène pas la petite lamelle aussi fort que ce qu'il devrait. Donc après, il faut démonter complètement, contrôler les ressorts, l'état des petites lamelles qu'on voit ici. Donc là, tout a l'air correct, on démontera pour contrôler les ressorts plus tard. Donc ensuite, on va venir débloquer ici notre écrou de Villebroquin. Donc là, je dirais que c'est du 22. 24. On va venir tenir fermement la bielle à la main. Tiens, je pense pas de l'autre côté parce que sinon je vais me mettre en plein milieu. Donc on tient fermement ici. Hop. Donc ici on est sur un pas inversé. Donc on vient le serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En plus c'est bien monté au frein à filet. Donc là il était bien collé. La petite rondelle. Ensuite on va venir desserrer toutes les torques ici qui viennent tenir la masse. Donc pour accéder, pour pouvoir démonter tout simplement le pignon d'arbre d'équilibrage. Donc on va pas enlever tout de suite les pignons parce que ça peut nous servir pour bloquer ça. Donc on vient tenir la bielle pour être sûr que ça tourne pas. Hop, on débloque. Et voilà, hop. Donc là c'est pas très serré, forcément c'est du 6 mm l'ensemble. Pareil ici pour le remontage, donc là il y a des repères. Hein. Pour le démontage c'est pas très important, c'est au remontage c'est très important d'aligner les repères pour que la synchronisation entre l'arbre d'équilibrage et le Villebroquin soit bonne, parce que sinon la masse ne va pas être au bon endroit quand le piston soit en haut ou en bas, donc on risque d'engranger des grosses vibrations moteurs alors que ça c'est fait pour les annuler. Mais bon, il y a des repères, c'est assez simple à voir. Et donc là on va pouvoir retirer nos pignons de transmission primaire. On les repositionne dans l'ordre. Ensuite, on va pouvoir venir desserrer notre étoile de sélection. Donc ça, c'est du 12. C'est pas très serré. Hein. Ça doit être 28 newtons ou 30, c'est du 8 mm. Donc là, on desserre notre axe. Ça pareil, c'est monté tout le temps au frein à filet. Donc des fois, ce qui peut aider quand c'est fort collé, donc un petit coup de chauffe sur la vis pour vraiment faire fondre votre frein à filet. Donc là, ici, vous avez votre étoile de sélection. Donc ici, vous avez le doigt de verrouillage. Donc lui, le doigt de verrouillage, il est actionné par un ressort. Et c'est lui qui vient verrouiller votre vitesse quand vous engagez une vitesse, simplement. Et en fait, votre doigt de verrouillage vient ici directement dans le creux de l'étoile de sélection. Donc là, ici, par exemple, vous êtes, j'ai une connerie, hein, première. Quand il y a une étoile qui est fendue ici, c'est tout le temps le point mort. Donc ça peut être première, point mort, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ou sixième si vous avez une moto avec une sixième. Là, c'est pas le cas.
Donc ça pareil, il faut contrôler aussi l'état de l'étoile de sélection. Donc le doigt de verrouillage va tout le temps être en appui sur l'étoile de sélection. Donc on peut des fois avoir des arêtes qui sont endommagées, donc on contrôle. Sur Yamaha, je crois qu'il n'y en a pas une qui n'a pas ce problème-là avec l'arête au niveau du point mort qui se bouffe. Vous pouvez en mettre une neuve et rouler 5 heures, ça fera pareil. Bon là, c'est en très très bon état. Donc de ce côté-là, on est bon. Le doigt de verrouillage, vous pouvez le démonter. Moi là, personnellement, je ne vais pas le démonter, je le laisse en place. Il ne gêne pas au démontage du moteur. Donc là, on a terminé avec le côté transmission primaire. Donc là, on va encore une fois retourner le moteur et on va pouvoir ouvrir notre carter moteur pour accéder au vilebrequin et à la boîte de vitesse. Donc on retourne le carter, on dévisse les vis et on ouvre ça. On va venir démonter donc toutes les vis de carter. Donc là ici on a du 8, on a du BTR. C'est pas très courant la plupart du temps, vous allez avoir toutes les mêmes têtes. Sur ce moteur là, visiblement sur les vis antérieures, donc intérieures dans le carter, vous avez des vis BTR et non du 8. Donc là on dévisse toutes les vis. Et puis comme ça, on va pouvoir ouvrir ce moteur. Hop. On va enlever celle-là aussi. Ça, c'est la trappe pour la crépine de boîte de vitesse. Donc, c'est un deuxième filtre. Hop, voilà. Donc, métallique, celle-là, elle n'est pas forcément à remplacer. Vous pouvez la nettoyer au nettoyant frein. Il y a juste le joint torique, la plupart du temps, ici et ici, à remplacer pour assurer l'étanchéité. Donc, des fois, on peut se retrouver avec un peu de limaille. Donc là, il y a un petit bout ici. Donc, de toute façon, on va contrôler toute la boîte de vitesse. Bon, il y en a un petit peu de résidu de pâte à joint au montage d'origine du moteur. Bon, c'est pas non plus rempli. On va bien vérifier si on n'a oublié aucune vis. C'est très important, faites très attention. Ça prend quelques secondes de vraiment faire le tour du carter moteur pour être sûr et certain qu'il ne reste pas des vis. Parce que si vous allez, après, à votre écarteur de carter, forcer alors qu'il reste une vis, là, ça peut être catastrophique. Vous pouvez casser un carter moteur. C'est vraiment pas bon du tout. Donc, prenez quelques secondes pour vraiment tout contrôler et être sûr et certain. Et aussi des deux côtés, parce qu'il y a des moteurs qui existent avec des vis qui tiennent le demi-carter des deux côtés. Donc, on peut se faire avoir en se disant « Putain, on a tout démonté ici. Ça ne veut pas s'ouvrir, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, prendre quelques secondes. On visualise bien le moteur. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'on va ouvrir notre moteur correctement sans risquer d'endommager toutes les pièces. Donc là, de ce côté-là, voilà, on regarde bien visuellement, on fait tout le tour du moteur. Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous avez un peu de crasse. Si vous n'avez pas forcément très bien nettoyé le moteur, vous avez un peu de crasse et vous pouvez avoir une tête de vis qui est planquée par de la crasse, de la graisse, de la boue. Et là, vous pouvez y passer du temps et faire des gros dégâts juste parce que vous avez oublié une vis. Donc là, ça m'a l'air de tout être bon. Ça, les gars, c'est un séparateur de carter. C'est franchement, si vous avez, vous savez que vous allez faire de temps en temps des moteurs, entretenir votre moto, etc. Ça vaut pas très cher. Et pour moi, c'est indispensable pour ouvrir un moteur correctement. Donc voilà, petit séparateur de carter, ça vous pouvez trouver ça franchement sur Amazon, des sites d'outillage. Voilà, ça vaut entre 50 et 100 € selon ce que vous prenez. Et donc ça permet de pousser sur la queue de vilebrequin en tirant notre carter moteur pour éviter de taper sur le vilebrequin, risquer d'endommager les filetages, endommager le faux rond du vilebrequin. Après, on a un vilebrequin qui tourne pas rond, etc. Donc, il ne faut pas taper. Donc là, on vient positionner notre outil. Hop. Et donc, on va venir prendre notre outil sur le carter moteur. Pareil, en fonction de comment votre carter moteur est fait. C'est des vis de 6 mm qui vont tenir votre outil. Dans tous les cas, bon, ça ne doit pas forcer énormément parce que s'il y a du serrage au niveau du vilebrequin, il va falloir chauffer pour que la dilatation se fasse et qu'on puisse ouvrir le carter moteur sans forcer. Donc, par exemple, là, moi, jamais de la vie, je vais venir poser mon outil ici, sur le filetage ici. Pourquoi ? Parce qu'on a un carter voilà, qui fait 6-7 mm d'épée. Et si on vient forcer dessus, donc grosso modo, on va venir exercer une force sur le carter moteur ici. Et là, vous avez vraiment un truc qui est pas... il n'y a pas de matière, quoi. Donc, vous risquez de casser le carter moteur. Donc, essayez de vous prendre là où il y a de la viande, quoi. Donc, là, on est sur des points extérieurs qui sont reliés avec le carter moteur. Donc, on est sûr de forcer, entre guillemets, sur une partie solide du carter moteur. Ça, pareil, il faut réfléchir comment vous positionnez votre outil pour pas vous en rendre compte quand vous avez cassé le moteur. Vous dites « Wow, putain, j'ai cassé un carter juste en l'ouvrant. » C'est un peu con, quoi. Hop, et donc, alors, vous avez deux méthodes, enfin pas vraiment deux méthodes, mais vous avez des moteurs en fait où le roulement ne va pas être tenu fortement sur la queue de vilebrequin. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serrage.
Donc dans les moteurs 4 temps, il y a beaucoup de moteurs 4 temps qui sont comme ça. Donc c'est pas que votre portée est morte, etc. C'est la conception du moteur qui a été faite comme ça. C'est pas tous les moteurs comme ça. On peut avoir des roulements qui sont très serrants sur le vilebrequin. Sur des moteurs de KTM, par contre, on a beaucoup de moteurs avec des roulements à rouleau. Donc, on a le centre du roulement qui reste sur le vilebrequin. Donc là, il n'y a aucun serrage. Ça ne nécessite pas de chauffer le carter pour ouvrir le moteur. Donc là, pour s'assurer tout simplement que ce soit le cas, on va juste essayer de serrer un petit peu notre outil et voir si on a besoin de serrer assez fort notre écrou central ici pour ouvrir le moteur. Si on voit qu'on a besoin de serrer assez fort, on va sortir le chalumeau ou le décapeur thermique, on va chauffer le carter moteur tout simplement pour jouer avec la dilatation et ouvrir le moteur sans devoir forcer sur la queue de vilebrequin ou sur les filetages qu'on vient, on vient positionner notre outil. Et on y va à tâtons. Donc là, on vient serrer doucement. Donc là, on a notre arbre d'équilibrage. D'ailleurs, on a oublié de préciser. Donc on vient retirer notre arbre d'équilibrage. Donc les masses viennent ici et ici. Ça traverse le carter moteur. Vous avez des moteurs d'YZF où l'arbre est emprisonné dans les deux carters, donc vous pouvez l'enlever qu'une fois le moteur démonté. Donc là, on vient serrer et ça ne s'ouvre pas naturellement. Donc j'ai pas serré très fort. Donc là, on va venir chauffer juste ici pour que le roulement puisse, parce que le roulement, lui, il est maintenu dans le carter par des plaquettes de maintien. Donc le roulement, lui, ne va pas venir se détacher du carter moteur. Mais il faut dilater le roulement de par la chaleur du carter qui va faire gonfler le roulement, qui lui va, entre guillemets, donc, se dessertir du vilebrequin. Donc il va laisser plus de jeu, donc va pouvoir ouvrir le moteur correctement. Donc là, une fois qu'on a bien chauffé notre carter, on vient serrer notre outil. Donc on y va en douceur. Hein. On vérifie bien que notre moteur s'écarte bien. Donc là, on peut le voir, hein, le carter qui se sépare. Donc, sur ce moteur-là, c'est quand même des portées qui sont très très serrantes. C'est pas du tout comme sur d'autres moteurs hein, avec lesquels j'ai plus l'habitude de travailler. Donc là, ça vient s'ouvrir tout doucement. C'est là que la chauffe, elle est vraiment hyper importante. Hein. Parce que si vous ne chauffez pas, là, vous pouvez être sûr que vous arrachez le carter en moins de 2. Sur les carters moteurs, vous avez ici, en fait, c'est des petits appuis. Donc. Alors, c'est pour taper, mais il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. C'est pour tapoter avec un maillet. Vous n'êtes pas là avec un marteau à taper dessus. De toute façon, ça va casser net, c'est de l'aluminium. Mais ça vous aide. C'est un endroit où vous pouvez tapoter avec un maillet en maîtrisant votre force. Hop. Donc là, on a le demi-carter côté gauche qui est enlevé. Donc quand c'est comme ça, vous vérifiez si vous n'avez pas des rondelles qui restent collées au roulement de boîte. Donc là, c'est pas le cas. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc le roulement de vilebrequin, lui, il est maintenu par des plaquettes ici. Donc c'est pas le roulement de vilebrequin qui va sortir du carter, mais c'est le vilebrequin qui est tenu dans le roulement. On va pouvoir contrôler, bon ça les roulements de vilebrequin dans tous les cas, on allait les remplacer. On va pouvoir contrôler nos roulements de boîte de vitesse. Voilà, donc celui-là, bon état. En général, sur la boîte de vitesse, c'est celui-là qui mange le plus. Pourquoi? Parce que c'est donc le roulement d'arbre de sortie de boîte. Et donc c'est lui vraiment hein, qui vient entre la chaîne, qui est la transmission, qui vient forcer énormément. Des fois, vous pouvez tendre trop fort votre chaîne. Ça, il faut faire hyper attention. Hein, parce que c'est ce roulement-là qui dégage en premier. Parce que c'est lui qui prend toute la force de la chaîne trop tendue sur la gueule. Donc forcément, le roulement vient chauffer, on vient user les billes, on prend du jeu. Et on a un roulement qui grogne. Donc là, il grogne un peu. Donc à mon avis, ce roulement-là, on va le remplacer. Ça, c'est sûr. Parce que ça grogne un peu. Et puis même une chaîne trop tendue. Moi, j'ai déjà vu hein, des réceptions de saut. La chaîne se tend fort d'un coup. Carter moteur arraché en deux. Hein. Juste pour une tension de chaîne. Donc là, on a l'air d'avoir un carter moteur en bon état. Bon, c'est un moteur qui n'a jamais été ouvert. Hein. Donc bon, si vous démontez des moteurs qui ont déjà été ouverts, des fois, ça peut passer entre les mains de bûcherons. Hein, et puis vous avez des traces sur le plan de joint parce que ils n'arrivaient pas à ouvrir, ils ont glissé des tournevis. Enfin, il n'y a rien de mieux que pour détruire un moteur que de faire ça. Donc là, en l'occurrence, on sait que le plan de joint est nickel vu que le moteur n'a jamais été ouvert. Donc on a les résidus de pâte à joint d'origine. Hein. Donc là, de toute façon, hein, on va venir nettoyer toutes les pièces une par une à la fontaine.
pour déjà dans un premier temps dégraisser, nettoyer et pouvoir y voir plus clair, hein, donc sur l'état des carters, regarder d'éventuelles fissures qu'il pourrait y avoir. C'est pas forcément le cas, mais ça permet de contrôler, de bien nettoyer les pièces sur lesquelles on travaille. Donc là, notre carter est démonté. On va pouvoir démonter notre boîte de vitesse par exemple. Donc là, ici vous avez votre barillet de sélection. Donc dans un premier temps, on va enlever les fourchettes pour pouvoir accéder au barillet. Donc vous enlevez ici votre premier axe de fourchette. Donc cet axe-là, pareil, pour vous aider au remontage, vous replacez les fourchettes directement sur l'axe dans l'ordre de démontage. Comme ça, au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Celle-là, elle est juste en dessous, on la met juste en dessus. Ensuite, on vient contrôler l'état des fourchettes. Donc l'état des fourchettes, ça peut déjà être sur le dessus. Donc dessus et en dessous, donc voir s'il n'y a pas du frottement. Et aussi antérieur, donc la partie qui est ici, qui est en contact continu avec le pignon. Donc là, on peut voir que c'est neuf. Il n'y a strictement aucune usure. Donc des fois, on peut venir remarquer les fourchettes ici, tout simplement parce qu'on a des crabos de boîte qui sont usés. Donc on a des pignons qui se repoussent. Et donc en fait, on est engagé sur une vitesse, donc les fourchettes, elles, sont bloquées sur une position, mais on a des pignons qui nous poussent les fourchettes parce qu'ils ne veulent pas tenir entre eux. Donc le pignon vient pousser sur la fourchette, on vient tordre la fourchette, on vient la casser, ou on vient l'user en frottant directement ici. Donc là, c'est pas le cas. On a des fourchettes qui sont en très très bon état. Du moins pour celle-là. Ensuite, donc la fourchette d'arbre primaire. Celle-là, vous en avez qu'une, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc l'axe et la fourchette. Donc là, même topo, on vérifie l'état en dessous et au-dessus et intérieur. Donc là, même chose, c'est nickel. Ensuite, autre point de contrôle, barillet de sélection. Donc là, ce qui va être important de contrôler, c'est l'état des gorges ici. Donc ça ici, c'est le chemin. Donc vous avez 3 chemins. 1, 2, 3. Ces 3 chemins correspondent aux 3 fourchettes. Et donc ça, c'est le chemin que les fourchettes vont effectuer en fonction de la vitesse que vous allez sélectionner. Donc vous sélectionnez une vitesse, votre barillet tourne, votre fourchette, si elle est ici, elle vient monter, ça engage un pignon avec un autre et on est sur une certaine vitesse. Ça fonctionne comme ça. Donc ce qui peut arriver avec le temps, c'est qu'on a une usure au niveau... En général, c'est souvent sur les pics, entre guillemets, enfin, quand il y a une montée ou une descente, on vient souvent user dans la montée. Ici, on peut avoir une petite bavure ou un traitement et du coup, la fourchette n'est plus bien guidée. Et on peut avoir une sélection qui est très subjective, quoi, tu vois. Donc la fourchette n'est plus tenue dans le rail, donc c'est pas terrible. Le pignon, lui, peut se balader de haut en bas, et donc si le crabot est un peu usé, paf, on rejette le crabot, et la vitesse décroche. Donc pareil, bien contrôler le barillet. Donc là, on contrôle vraiment toutes les pistes, pour vérifier s'il n'y a pas d'usure, mais en l'occurrence, là, c'est comme neuf. Hein. Il n'y a même pas une trace, franchement, c'est nickel. Hop, donc là, la pièce est en parfait état. Ça pareil, hein, si c'est usé, il n'y a pas de réparation les gars, c'est remplacement, vous n'avez pas le choix. Donc là pareil, petit conduit d'huile. Ici vous avez une seconde crépine qui celle-là n'est pas démontable par l'extérieur du moteur. Ou alors non, c'est peut-être une rallonge de crépine. Il y a peut-être une double crépine, elle est sûrement prise là-dedans, pas sûr. À voir. Quoique elle est peut-être prise ici. À voir, on regardera tout à l'heure. Donc il y a une deuxième crépine ici, qui pareil, hein, retient un petit peu de limaille, de plastique, de résidus de pâte à joint. Donc enfin, bien entendu, on viendra nettoyer tout ça. Ensuite, on va pouvoir démonter nos 2 arbres de boîte de vitesse. Donc là, moi personnellement, je viens mettre mon carter moteur droit. Pour pas changer, on en fout bien partout. Donc là, on vient choper nos 2 arbres de boîte d'une seule pièce. Comme ça, il n'y a pas de pignon qui tombe. Hop. On vérifie bien qu'il n'y a pas de rondelle derrière. Ici, c'est pas le cas. Et donc là, on a donc ici notre arbre secondaire, donc celui avec lequel votre pignon de sortie de boîte est ici, et l'arbre primaire, avec la cloche d'embrayage et la noix qui est positionnée juste ici. Donc là, ça prend un peu de temps, entre guillemets, pour vraiment le faire dans les règles. Donc on va contrôler pignon par pignon, dent par dent, et crabot par crabot. Donc il y a plein de choses à contrôler sur une boîte de vitesse. Vous avez déjà dans un premier temps l'état des dents ici. Donc s'assurer déjà qu'il n'en manque pas. Deuxièmement, il y a une sémentation qui est faite sur les pignons. Et là, tu vois, tu en as un de mort ici. Là. Il est mort. Voilà, la sémentation, elle est morte. Ah, génial. Voilà, donc tu en as minimum 2 à changer. Une bonne nuit, ça. Voilà.
Voilà. Donc il y a une sémentation. C'est un traitement de dureté en fait, hein, pour pas avoir une usure prématurée du pignon. Donc là, par exemple, on peut le voir, moi j'appelle ça une carie. Donc ici, vous avez un impact. Donc ça veut dire que la sémentation est usée. Donc là, on a le pignon qui est attaqué. Donc on a le traitement qui est en train de partir. Et quand ça commence comme ça, après, ça continue sur toute la dent. On peut avoir rupture de la dent et casse du pignon et plus de boîte, quoi. Donc il y a ces points-là à contrôler. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les crabaux. Donc les crabaux, c'est des pignons qui s'emboîtent, comme ça. Vous voyez, ici en fait, quand votre fourchette va venir monter le pignon, comme ça, elles vont engager une vitesse et c'est tenu par les carrés que vous pouvez voir ici. Et ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, les crabaux sur les arêtes ici s'arrondissent à force de s'emboîter entre elles. Et quand elles sont trop arrondies, en fait, la vitesse ne tient plus, elle se rejette. Donc, on a une vitesse qui saute. Par exemple, ça peut arriver, si vous avez ça sur votre moto, vous enclenchez une vitesse. Et une fois que vous mettez gaz, la vitesse saute et vous retombez au point mort ou sur la vitesse du dessous. C'est parce que vous avez probablement au minimum les crabaux d'usés. Et en général, ce qui suit derrière, c'est fourchette et barillet parce que tout fonctionne ensemble, quoi. Donc là, on contrôle pignon par pignon, dent par dent. Donc je ne vais pas vous le faire pendant une demi-heure à la caméra, on va contrôler de notre côté. Mais déjà là, en un coup d'œil, on a vu que donc, ce pignon-là avait déjà une dent avec le traitement un peu parti. On va regarder s'il y en a tout le tour. Là par exemple, on peut voir que ce crabeau-là, il n'est pas forcément nickel. Il est déjà un petit peu arrondi, ici. En soi, ça allait. Non mais après tu l'as pas broyé, mais... Heureusement. Et bon, là, on l'a ouvert justement pour éviter toutes les surprises. Donc, forcément, on est bien content. On n'est pas content de découvrir ça, mais on est bien content aussi de le découvrir avant d'avoir le problème. Par exemple, une vitesse qui saute en plein touquet, c'est un peu relou, quoi. Donc, pour finir son touquet, c'est un peu chiant. Ouais, même en général. Même en général. Donc là, vu que le moteur est ouvert, on va forcément remplacer tout ce qu'il y a à remplacer, hein, pour pas devoir le réouvrir dans 15 heures. Parce que là, oui, ça peut encore rouler. Il y a des gens qui vont le remonter comme ça. Ils vont dire oui, ça roule encore. Mais dans 20 heures, dans 15 heures, dans 35 heures, ça se peut que ça saute. Et là, faut tout recommencer. Donc si vous faites votre mécanique vous-même, si vous avez du temps à perdre, tant mieux. Et des sous à perdre parce que redémonter un moteur, ça coûte des joints, des éléments qu'il faut changer à chaque ouverture moteur. Donc ça coûte de l'argent. Des fois, il vaut mieux tout faire d'un coup. Ça fait mal, mais au moins, on sait qu'on repart d'une base très saine. Et on est tranquille pendant longtemps. Parce que si vous faites un moteur et vous payez un mécano, parce que si vous ne faites pas vous-même, vous payez un mécano, il ouvre le moteur. Vous faites la bielle, etc. Il y a des pignons à changer. Vous dites ah non, je peux pas, je le ferai une prochaine fois. Vous roulez 15 heures, les vitesses ne tiennent plus. Vous pouvez plus rouler avec votre moto. Vous la ramenez chez votre mécano. Vous repayez un démontage moteur complet. Les réparations, les joints encore à remplacer alors qu'il y a 20 heures, vous les avez changés. Donc vous payez 2 fois la même facture, entre guillemets, alors que vous auriez pu tout faire d'un coup. Je sais que des fois ça peut être un peu compliqué, ça coûte extrêmement cher, hein, les pièces moteurs et la main d'œuvre parce que ça demande beaucoup de temps. Mais bon, voilà, moi je conseille quand même de tout faire vraiment complètement. Et donc là, on va contrôler vraiment tous les crabaux. Hein, donc on fera le tour hors caméra et on vous expliquera au moment du remontage moteur ce qu'on a remplacé. Et on vous montrera les pièces neuves versus les pièces usées, quoi. Donc là, on regardera ça un petit peu après. On fera pareil, hein, sur l'arbre secondaire. Hop. Voilà. Ensuite, est-ce que le vilebrequin va sortir comme ça? Probablement pas. Non. Donc, on va venir replacer notre outil comme on l'a fait sur l'autre carter. Notre outil pour pousser le vilebrequin, on va chauffer. Comme ça, le vilebrequin va sortir. Hop, on enlève le vieux joint. Ah, parce que les gars, si on fait que 35 heures, je peux vous assurer, on sort pas beaucoup de motos à la semaine. Hein. Pas possible. Hein. Donc, vilebrequin. Nous, on va venir intervenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va venir remplacer le kit bielle. Donc le kit bielle, c'est pas le remplacement du vilebrequin complet. On vient remplacer donc ce qu'on voit ici, le rond, c'est ce qu'on appelle le maneton. Dans certains moteurs, ici vous avez une cage à aiguille, des rondelles de friction et la bielle. Sur ces vilebrequins là, sur certains types de moteurs, ici on n'a pas de cage à aiguille. Donc sur beaucoup de moteurs japonais, c'est un système de cage à aiguille tout simplement. Ici c'est pas le cas, vous avez des coussinets. Donc ça c'est comme dans l'automobile. Donc ça fonctionne un peu comme les paliers d'arbre à cames comme j'expliquais en début de vidéo. Donc c'est de l'huile qui est envoyée sous pression, donc par le trou ici comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est relié par le maneton et on a de l'huile qui est envoyée sous pression à l'intérieur de la bielle pour lubrifier les coussinets qui donc fonctionne sur un film d'huile. Donc nous on va venir intervenir là-dessus, donc c'est-à-dire qu'on va démonter le vilebrequin, on va remplacer le maneton, les coussinets
et la bielle, et refaire l'alignement des masses du vilebrequin pour avoir un vilebrequin qui tourne rond et un moteur qui a pas de vibration, parce qu'un moteur un vilebrequin qui est mal embiellé avec des arbres qui sont désaxés. On a un moteur déjà de 1 qui fonctionne pas bien parce que notre vilebrequin n'est pas libre dans ses roulements. On a un fonctionnement, c'est anti-mécanique, c'est-à-dire que vous avez un arbre qui est pas droit en fait, qui fonctionne sur 2 roulements. Donc vous avez un mouvement un peu anti-mécanique qui fait que votre moteur va vibrer, vous allez détruire prématurément les roulements et vous n'allez pas avoir au maximum des performances parce que forcément lui ne tourne pas librement. Donc ça, pareil, je vais vous faire une vidéo spécifique pour le rembiellage, parce que ça c'est un service qu'on propose et qu'on bosse, on fait énormément d'embiellage pour beaucoup de professionnels de la région dans toute la France. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ne veulent pas forcément tout le temps remplacer des vilebrequins, on peut faire le rembiellage et on peut fonctionner à distance, donc ça, n'hésitez pas à nous contacter. Mais donc, on fera une vidéo vraiment spécifique là-dessus, vous montrer un petit peu comment ça se passe un rembiellage, comment on fait l'alignement des masses d'un vilebrequin. Et comme ça, on verra un petit peu l'état intérieur du vilebrequin. Donc, en l'occurrence, ici, c'est coussiné, comme je vous l'ai expliqué. Par rapport à une cage à aiguille, c'est une usure qui est c'est presque divisé par 2. Coussiné, c'est vraiment comme le procédé dans l'automobile. Vous n'avez pas de bielle sur roulement dans l'automobile. Enfin, du moins que je ne connaisse. Donc, c'est toujours sur coussiné avec différents couches de traitement sur le coussinet qui permettent par exemple un anti-friction pour les démarrages à froid. Donc quand l'huile n'a pas la même viscosité, n'a pas la bonne pression, parce qu'à froid forcément selon la viscosité de l'huile et la température, la pression varie. Donc une huile qui est froide, qui est un petit peu épaisse, bah forcément elle a plus de mal à circuler dans le moteur que quand elle est chaude et bien fluide. Donc il y a des traitements sur les coussinets qui permettent de ne pas user le traitement, etc. Donc on en reviendra quand on changera la bielle. Mais donc là, on a vraiment démonté complètement notre moteur. Donc on a essayé d'étaler ça le plus proprement possible sur l'établi. Comme je vous ai dit, avec un petit peu de sopalin pour permettre d'absorber toute l'huile qui coule des pièces. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de nettoyer toutes les pièces du moteur, contrôler donc tous les roulements, toutes les pièces, la boîte de vitesse, tous les pignons, enfin tout ce que je vous ai énuméré juste avant. Donc après, on va pouvoir effectuer donc, la liste des pièces à remplacer. On va pouvoir mesurer toutes les pièces d'usure, donc le cylindre, l'embrayage, etc. pour voir si ça nécessite le remplacement et quel code de piston, etc. il faut. Donc là, on va nettoyer toutes les pièces. Donc ça, on le fera hors caméra, c'est pas très intéressant, c'est pas passionnant. Et on va faire la liste des pièces qu'il faut, les commander. Et on se retrouvera dans une autre vidéo pour le remontage de ce moteur. Et comme ça, vous verrez, normalement, on le redémarrera aussi à l'atelier. Donc, on vous montrera un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour le démontage. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis. C'est une vidéo qui va être extrêmement longue, mais elle a été demandée, donc de démonter un moteur 4 temps. Alors, j'ai essayé vraiment de faire au plus rapide possible, entre guillemets, sans m'étaler forcément trop. Pour pas que ça dure 4 plombs, parce que là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas regarder la vidéo en complet et je vous comprends, parce que 1h30 ou 1 heure devant une vidéo de démontage moteur, ça peut ne pas être très passionnant. Mais c'est une vidéo que je fais vraiment pour aider ceux qui savent pas comment s'y prendre ou qui voudraient commencer à démonter un moteur sans faire n'importe quoi et sans abîmer les pièces, tout simplement pour pas que ça coûte trop d'argent. Donc là j'essaie de vous montrer un petit peu moi ma méthode de travail. Il y a plein d'autres méthodes différentes qui sont moins bien, meilleures, enfin voilà, tout le monde a sa méthode de travail, je vous ai montré la mienne. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube. Franchement, les commentaires, le soutien que vous me portez, je m'attendais vraiment pas autant, ça fait vraiment super plaisir. Tous les messages que je reçois, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça me pousse vraiment à essayer de vous tourner régulièrement du contenu, vous montrer un peu ce qui se passe à l'atelier, mon métier, ma passion. Et si ça peut vous aider, vous dépanner, franchement, moi, je suis hyper content de ça. Donc, continuez de commenter, de liker, de vous abonner, de partager les vidéos. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'essaie vraiment de répondre au maximum aux commentaires. C'est compliqué quand même parce que Bon voilà, vous voyez les gars, là, il est minuit, on est encore à l'atelier. J'ai entre 100 et 150 messages par jour sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Donc, avec des demandes de devis, etc. Bon, je ne vais pas vous étaler ma vie. Mais c'est très compliqué pour moi de trouver du temps pour vraiment répondre à tout le monde, à tous les commentaires. Mais sachez une chose, c'est que je lis tous les commentaires. Et j'essaye des fois de temps en temps de trouver 1 heure ou 2 et de me poser et de répondre à tout le monde. Comme ça au moins, là il est minuit et le téléphone sonne. Ça c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Les gars, je sais qu'on est là, hein, mais enfin on n'appelle pas à minuit à l'atelier quoi.
Enfin, je sais pas, votre patron vous appelle pas à minuit, qu'est-ce que tu fous, quoi. Bon, bref. On s'étalera pas. Merci d'avoir suivi et on se retrouve bientôt. Ciao!